Bonjour à tous. C'est un bon après-midi et un bon salon. Bienvenue dans cette salle sur discussion pour le recrutement en CHR post-Covid avec la question de sous-titre « Évolution ou révolution ». Alors ces questions, on les aborde dans le cadre d'un colloque université-hôtellerie en partenariat donc, entre la Sorbonne et Food Hotel Tech. C'est une institution qui se répète 2 fois par an, une session d'hiver, une session d'été, et qui vise effectivement à avoir une place, un lieu neutre en université pour débattre d'idées, de regards sur l'hôtellerie de demain. Alors, la session d'hiver a lieu en octobre dans les amphithéâtres de la Sorbonne et elle vise à permettre aux professionnels de rencontrer les étudiants et d'échanger. Et la session d'été a lieu ici sur le salon grâce à l'organisation de Karen Sarfati de Food Hotel Tech. Et je pense que comme moi, vous avez été émerveillés par l'ensemble des talents et des pépites que l'on a dans ce salon. Et puis ce sera une analogie que je vais filer tout à l'heure. Et donc, très content de vous recevoir dans cette activité. Et je vais tout de suite passer le micro à notre animatrice qui va faire une partie des présentations. Bonjour et donc merci, bienvenue à cette conférence. Donc pour parler du recrutement, on a donc des professionnels. Laura Benoumé-Chiara qui est vice-présidente ressources humaines chez Louvre Hôtel Group, soit 1600 hôtels dans 54 pays. Ça va du Kyriade à Royal Tulip en passant par le groupe Hôtel et Préférences, ou la marque chinoise Metropolo, ou encore l'accord de distribution avec Lucien Barrière. Je rappelle que Louvre Hôtel est une filiale de Xinjiang International. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Ensuite, Anne Van Hove, qui est responsable ressources humaines Europe du Sud pour le groupe IHG Hotel & Resorts. Donc vous travaillez avec les DRH de 24 hôtels sous contrat de management. Donc c'est aussi bien les Intercontinental, Crown Plaza, Holiday Inn. Donc tous ces hôtels sont situés dans le pourtour méditerranéen, sachant que la France est le principal marché. Alors on a une personne qui va arriver, qui est en route, qui a été coincée dans les transports. Donc ce sera Thomas Robin, qui est SVP Talent et Culture Europe du Sud, d'accord. Donc 7 pays, dont la France, l'Espagne, etc. Et c'est 1900 hôtels sous contrat de management et de franchise, soit 21 enseignes qui vont de l'économique au luxe. Sandrine Chourou-Ducourau, qui est DRH du groupe Ducasse Paris, le groupe du chef Alain Ducasse. Donc ce groupe est composé de différents métiers de la cuisine et de l'art de vivre, avec comme principales activités la restauration de concession et les manufactures de chocolat, de café, de glace, bientôt de biscuits, enfin plein de choses extrêmement gourmandes. Alors de l'autre côté de la barrière, alors plutôt pour l'accompagnement des jeunes, nous avons donc Nadège Lambert, qui est responsable développement de la filière hôtelière pour Stephenson Formation. Stephenson Formation qui forme environ 1000 apprentis par an. Et vous les accompagnez, vous êtes spécialisé dans la filière filière hôtelière, et vous accompagnez ces apprentis du bac +1 au bac +5. Vous les recrutez et vous les accompagnez vers le placement en entreprise. À côté de vous, Jean-Michel Chapuis, donc, qui a ouvert la discussion et donc qui est maître de conférence à la Sorbonne et responsable du master, comme Patrick Evenot, qui est à mes côtés et qui est chargé aussi de ce master. Donc, on avait décidé de construire cette conférence en 3 temps. On va démarrer sur les constats et à partir de là, on verra quelles sont les solutions à court terme et ensuite les solutions à long terme. Donc, est-ce que l'une de vous peut commencer justement sur les constats? Qu'est-ce que ça représente pour vos entreprises, les difficultés à recruter à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui s'est passé avec la Covid? Alors, Sandrine ou Laura ou Anne, si vous pouviez démarrer. Bon, je vais démarrer. Sur le constat, donc, dans notre groupe,
on peut se rendre compte que ça diffère selon les activités en fait. Donc comme on a de la restauration traditionnelle, c'est là où on a des difficultés de recrutement et beaucoup de gens qui sont partis post-Covid. Par contre, dans tout ce qui est restauration de concession, donc dans les musées et les lieux culturels, où ce sont des horaires beaucoup plus adaptés, on va dire, à la vie. Et à la vie qui a été connue pendant le Covid. C'est un peu antinomique, parce qu'on était enfermés, mais en même temps, on a connu des rythmes où ça a ralenti. Et des personnes donc, qui sont habituées à travailler beaucoup, avec un rythme extrêmement soutenu, se sont rendus compte que finalement, il pouvait y avoir autre chose. Donc, dans tout ce qui est retail, nous n'avons pas de difficulté de recrutement, bien au contraire. Dans tout ce qui est restauration de concession, non plus. On a très peu de turnover. Par contre, le constat, c'est que post-Covid, on a à peu près 30% des postes des personnes qui étaient parties. Une fois qu'on a pu rouvrir, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que pour les restaurants, notamment, on a eu plusieurs fermetures. Donc le confinement n'a pas duré seulement de mars à mai, mais a perduré. On a certains restaurants qui sont restés fermés 1 an et demi. Donc forcément, il y a des perditions. Et avec des profils spécifiques ? Cuisine et salle. Principalement, chef de rang, chef de partie. C'est les 2 métiers où nous avons le plus de mal à recruter. Et il vous manque encore du personnel ? Il nous manque encore du personnel parce que là, nous sommes dans une situation où on embauche à peu près sur la restauration 30 à 40 personnes par mois depuis mars. Parce que nous, la pénurie, elle se fait sentir surtout depuis janvier, février. Parce que les clients sont revenus, le tourisme revient, même si ce n'est pas le tourisme asiatique comme nous avions avant, mais il y a un tourisme très différent. Donc les musées, par exemple, nous sommes au Louvre, à Orsay, à Versailles, ils sont sur des chiffres de 2019. Là. Donc, si vous voulez, ça repart. Et dans les restaurants, on arrive à recruter, mais on a toujours une évaporation. Donc on est dans une espèce de cercle où on embauche, mais on a toujours des gens qui partent dans la restauration traditionnelle. Donc c'est là où nous rencontrons le plus de difficultés. D'accord. Laura, vous êtes face au même constat. Est-ce que vous êtes sur les mêmes chiffres ? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'il en est ? Ah oui, alors nous, quelques chiffres. Déjà, évolution ou révolution. Je pense que c'est plus une évolution parce qu'on avait déjà senti le phénomène avant la crise sanitaire et qui s'est complètement accentué juste après. Nous, on constate un phénomène, je vais commencer par quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'on a 2 fois moins de départs qu'en 2019. Et finalement, ce qu'on constate, c'est le temps et les difficultés de recrutement, la nouveauté dans les profils qui candidatent. Ça, c'est vraiment ce qui est devenu compliqué et fastidieux. Quand on étudie un petit peu les chiffres de ceux qui partent, on se rend compte que c'est plutôt la génération Y, en moyenne d'âge, c'est 33 ans. Ils sont restés chez nous, en gros, 3 ans et 6 mois. Donc c'est plutôt une bonne durée aujourd'hui. Et par contre, la grande question, c'est où ils partent. Et en fait, ils partent un peu partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un secteur qui a bénéficié, il me semble, particulièrement de cet exode. Je pense qu'il y a eu de l'entrepreneuriat, ils partent dans le retail, avec des horaires parfois peut-être un petit peu moins contraignants. Ils reprennent des études, ils se réorientent, ils repartent aussi peut-être de voir autre chose dans le secteur. Et il y a eu tout aussi l'effet de l'exode, je dirais, en province. La mobilité qui a fait qu'ils en ont profité pour aussi changer de métier ou se réorienter. Concernant les profils les plus touchés, la majorité, c'est l'hébergement, à 54% des départs. Après, c'est la restauration et après, c'est l'encadrement. Voilà. Ben, on vous laisse vous installer. Bienvenue. Anne, est-ce que vous pouvez... Vous c'est exactement le même bilan que vous tirez aussi sur... Exactement le même... On m'entend ? Oui. Oui. Ouais. Exactement le même bilan, merci. Par contre, on se rend compte, et on en discutait tout à l'heure, qu'effectivement, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs et dans l'immobilier, énormément, dans le coaching.
tout ce qui peut permettre de développer, de prendre soin de soi. Il y a énormément de gens qui sont partis là-dedans. Moi, je voulais juste expliquer que le constat du recrutement, c'est un fait, mais l'impact sur les entreprises, nos entreprises, est dramatique parce qu'on ferme des points de vente, on ferme des chambres, on n'ouvre pas toutes nos chambres. On réduit les heures d'ouverture des bars, par exemple. À l'Intercontinental Lyon, il y a un superbe bar qui est avec un grand dôme. Il devrait être ouvert jusqu'à minuit 1h, on le ferme à 10h. Alors qu'il y a, comme vous disiez, la situation est meilleure qu'en 2019 au niveau financier et demande. Donc on a vraiment cette problématique-là, sachant que ça ne correspond pas seulement à la France. Tous les pays, en tout cas pour l'Europe du Sud, ça a commencé par la Russie qui a eu beaucoup de mal à commencer à recruter sur les femmes de chambre, parce que les femmes de chambre sont extrêmement impactées aussi. Et partout, alors l'Angleterre, vous savez que c'est parce qu'il y a le Brexit, donc on a besoin maintenant pour l'Angleterre d'avoir un permis de travail, donc c'est très compliqué à obtenir. Et en Europe du Sud, tous les pays sans exception souffrent dans leur recrutement, ce n'est pas seulement en France. Si vous disiez que vous aviez ça représentait une grosse difficulté pour les entreprises, est-ce que vous sauriez donner aussi le pourcentage peut-être de salariés qui vous manquent? C'est pas compliqué. À l'Intercontinental Marseille, pour rester en France, il nous manque 30 postes sur 180. À l'Intercontinental Lyon, il nous en manque 20. Parce que ce sont des hôtels très saisonniers et on sait qu'ils vont être pleins cet été. Bordeaux, il en manque 10. Bordeaux, c'est très spécifique aussi suivant le nombre de concurrents que vous avez sur le marché. Bordeaux, le grand hôtel de Bordeaux est le seul grand en taille, donc ils arrivent à attirer. Marseille et Lyon, où il y a des concurrents, souffrent beaucoup plus. Donc après Paris, et on se rend compte à Paris, le grand hôtel, ça va. Le Kimpton Paris, qui est très trendy, où vous portez des baskets blanches, etc., attire beaucoup mieux parce que c'est un constat. Vous travaillez en jean, en t-shirt blanc, en basket. C'est une ambiance jeune qui attire. Donc c'est vraiment extrêmement variable aussi si vous êtes très classique dans votre approche ou si vous êtes moderne, on va dire. Mais c'est optimiste, parce que ça veut dire que quand on s'adapte, finalement, on peut peut-être aussi trouver des solutions pour Mais pour toutes attirer. les marques ne peuvent pas s'adapter. Bien sûr, Ça bien dépend sûr. de votre ADN, en fait. Bien sûr. Thomas, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, pour Accor, comment est-ce que vous ressentez les choses? Merci beaucoup. Désolé de mon retard d'abord auprès Pas de de tous les souci. participants. On estime de l'ordre de 10 à 15% le personnel qui nous manque dans les hôtels en France. Au niveau mondial, c'est plus important, comme le disait Anne. Nous avons des pays, on exploite des hôtels dans 110 pays dans le monde. Les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, que vous avez cité, l'Australie, sont des zones qui sont extrêmement touchées, plus touchées encore que la France et que les pays d'Europe du Sud, où il peut nous manquer jusqu'à 20-25% du personnel. Et vous savez où est-ce qu'ils sont partis, ces gens-là? C'est le grand mystère. Alors, je pense que tout le monde essaye de chercher. On mène des exit interviews pour savoir. Je rejoins ce que vous venez de dire. On voit une tendance vers plutôt tout ce qui est local. Donc, par exemple, la grande distribution, par exemple, les centres d'appel, tout ce qui peut être plus à proximité du domicile, qui peut réduire le temps de trajet vers des villes. Et des business et des secteurs d'activité dans lesquels les horaires sont plus fixes. Il n'y a pas forcément de travail du dimanche, ni de travail de nuit. Donc, c'est les industries vers lesquelles une partie de nos collaborateurs sont partis aujourd'hui. Et ce phénomène, il touche aussi bien les enseignes économiques, bas de gamme, luxe, ou est-ce que quand on a finalement, on peut représenter une carte de visite, finalement les problèmes de recrutement sont plus limités? Alors, je dirais aucun secteur, aucun segment n'échappe que l'hôtellerie économique, même la très belle hôtellerie économique comme on peut le faire dans la famille Ibis,
jusqu'à Sofitel, jusqu'à Raffles pour nous à Paris. Aucun segment n'échappe à cette tendance, si ce n'est, et je rejoins Anne, effectivement, que des produits peut-être un peu plus lifestyle, à une très forte innovation F&B, peuvent attirer peut-être un petit peu plus, mais nos marques mid-scale aussi, économiques, ne sont pas en reste dans la création de concepts innovants. Donc, charge aussi à nos établissements de créer des concepts qui également attirent des talents. Donc, on le voit bien sur ces problèmes de recrutement, il y a plusieurs problématiques. On va rentrer plutôt dans la partie les solutions que vous mettez en place aujourd'hui pour essayer d'attirer. Il y a déjà, est-ce qu'on peut démarrer sur la partie matérielle? Parce que souvent, on a parlé des salaires et aujourd'hui encore plus avec toute la problématique autour du pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre les uns et les autres pour attirer des nouvelles recrues? Alors Laura, peut-être, comme ça on recommence dans l'autre sens. Alors nous, on a beaucoup travaillé sur tout le cadre social de nos salariés. On retrouve des classiques que vont être le 13e mois, on signe un accord d'intéressement pour tous nos hôtels, la prise en charge à 100% des transports, la formation, un programme de formation annuel pour chaque collaborateur, un accompagnement personnalisé pour ceux qui souhaitent des mobilités ou souhaitent changer de fonction. Ça, c'est le cadre actuel. Là où on renforce, c'est vraiment autour du management. Et moi, une des solutions que j'entrevois parmi toutes la boîte à outils possible, c'est de rendre le management désirable. Je pense qu'on constate aussi aujourd'hui, même des enseignes peut-être un peu moins lifestyle, etc., des établissements qui n'ont peu ou en tout cas moins de difficultés de recrutement et de rétention que d'autres. Et souvent, c'est le management qui va faire la différence. Et c'est comment faire de ce phénomène un peu... limiter quelque chose qui rentre vraiment dans les habitudes d'un manager qui va faire son réseau interne, un manager, un hôtel où on va où tout le monde va postuler parce qu'il y a une bonne réputation du manager, parce qu'il a fait progresser ses collaborateurs. Donc ça, c'est un vrai point d'appui sur lequel on mise. D'accord. Et sur la partie salariale pure, justement, parce qu'on parle de ces métiers-là aussi où il y a besoin d'un renchérissement, est-ce que vous avez pu travailler là-dessus? Alors, nous, on vient de signer notre accord d'intéressement pour l'ensemble de nos hôtels. Donc, on vient de finaliser un gros investissement pour favoriser le partage de la valeur ajoutée avec l'ensemble de nos équipes, en plus des dispositifs qui existaient auparavant, après une hausse de la grille HR extrêmement importante, qui se justifiait par ailleurs. Donc on mise aussi sur vraiment ce partage de la richesse au niveau de l'hôtel. Donc un hôtel qui performe pourra redistribuer jusqu'à 10% de la masse salariale à ses collaborateurs. Et on espère que ça fera partie des accessoires, même si ça ne fait pas tout, qui viendront répondre aux aspirations de la majorité des salariés. D'accord. Sandrine ? Alors nous avons revu les salaires à partir de janvier. Donc effectivement, la grille à HCR a augmenté en moyenne de 16%, mais ce qu'il faut voir, c'est que, en tout cas chez nous, on n'a aucun salaire qui est sur la grille. Donc on est déjà au-dessus. Donc ça veut dire que quand la grille de la branche a augmenté, on a eu très très peu de salaires à augmenter de façon obligatoire par l'application de la grille. Ça ne concernait grosso modo que les plongeurs qui étaient sur un niveau bas et quelques commis, mais encore pas tout le monde. Pour autant, donc, on a fait des importantes revalorisations salariales de notre grille interne. Donc là, je parle toujours des restaurants traditionnels parce qu'on a plusieurs vies, il y a plusieurs modes de fonctionnement. Donc dans les restaurants traditionnels, on a augmenté, mais pour autant, ça ne suffit pas aujourd'hui. Ça ne suffit pas parce que y a ce que j'appelle une course à l'échalote. Donc je vous ai donné l'exemple quand on a échangé sur les sujets d'aujourd'hui. On est confronté à aujourd'hui
à une concurrence féroce entre confrères, hein, finalement, qui, à mon sens, dessert tout le monde, qui est, par exemple, on a des personnes qui ont été appelées, où on leur a demandé à combien tu es en brut, ben viens chez moi, je te propose ça en net. Donc, on ne peut pas lutter au bout d'un moment, financièrement parlant, parce que quand on a plusieurs restaurants, c'est pas comme si on en a un ou deux, on a quand même un certain nombre de restaurants et on ne peut pas appliquer la même chose partout, ça devient démesuré. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'entreprise doit quand même gagner de l'argent in fine, ou du moins ne pas en perdre. Donc augmenter les salaires quand on a déjà la masse salariale qui est à 48-50% du chiffre d'affaires, sans compter tout ce qu'il y a à payer derrière, ça va un moment, mais bon. Pour autant, il faut prendre en considération les difficultés du milieu, les heures de travail, la complexité qu'il y a à ce niveau-là. Donc moi, je pense, et je suis convaincue, mais c'est assez compliqué à mettre en œuvre, qu'il faut travailler sur les conditions de travail, parce que là, ce que nous disent les personnes que l'on voit en recrutement, donc il y a le salaire qui est important, mais pas que. Ils veulent du temps. Et en fait, c'est assez nouveau, c'est quand même le Covid. Aujourd'hui, ils veulent du temps. Et je ne vais pas le critiquer parce que je comprends que les gens veuillent du temps. Nous-mêmes, quand on va au resto, on y va le soir, on y va le week-end. Et c'est pendant ce temps-là que tous les autres travaillent. Donc c'est compliqué. Donc pour donner du temps, ça veut dire qu'il faut travailler sur les plannings. Sauf qu'il y a des usages dans la profession qui sont très, très compliqués à changer. Et plus on est dans du gastro, et plus je pense que c'est compliqué de le changer. Et plus on est dans la qualité, plus c'est compliqué de le changer. Parce que même si on est dans une brasserie, bah, il faut que tout soit fait maison, il faut que les fonds de sauce soient faits, il faut que les légumes ils soient pluchés de telle façon et coupés de telle façon. Et chez nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc qu'on aille dans un restaurant brasserie ou qu'on aille dans un gastro, c'est toujours les mêmes techniques de travail. Mais ça, c'est dans l'ADN, donc c'est très compliqué de faire évoluer ça. Et de faire évoluer ça permettrait de travailler les horaires et les plannings différemment et d'arrêter les coupures, parce que ce que ne veulent plus les gens, surtout à Paris, parce qu'ils n'ont pas le temps de rentrer chez eux, c'est les coupures. Puis ils ont envie de quelques week-ends quand même, ou des soirées, ils ont envie de 2 jours d'affilée, etc. Alors là, on essaye de faire des choses, donc, mais ça dépend des restos. Il y a des restos où on y arrive et d'autres pas, où on ne fait plus de coupures, que du continu. Et là, il y a un restaurant, on essaie de passer sur 4-3, donc 4 jours de travail, 3 jours de repos en cuisine. Ça veut dire que vous augmentez votre masse salariale parce que vous êtes obligé d'avoir plus de personnel pour pouvoir compenser? Oui. Alors moi, après, je pense qu'il faut fermer certains jours. Mais ça, c'est moi qui le pense. Après, c'est pas forcément évident non plus pour... Alain Ducasse, il n'est pas nécessairement d'accord avec moi. Mais moi, je pense qu'il faut adapter parce qu'on n'arrive plus à trouver suffisamment de monde de qualité, parce qu'il y a ça aussi. On a beau ouvrir les chakras sur les recrutements, on en parlera tout à l'heure certainement. Hein, oui, bien sûr. Mais malgré tout, il manque du monde. Donc, pour satisfaire les personnes et leur donner du temps, ben, il faut réduire. Je ne vois pas autre chose. Donc, après, on peut avoir les contraintes où on est obligé d'être ouvert 7-7, parce qu'on a ça aussi dans certains contrats, hein, dans des musées ou quoi. Et dans des musées qui vont fonctionner comme un restaurant, donc ils ne vont pas être sous douane. Donc on a 2 mondes qui se tamponnent. Et par contre, sur les musées où nous n'avons pas globalement, sauf un restaurant, mais qui fonctionne de façon traditionnelle, mais ailleurs on n'a pas de problème de recrutement, là ils ont le 13e mois, ils ont de l'intéressement, ils ont de la participation, ils ont des primes sur objectif, ils ont plein de choses. Mais dans le restaurant traditionnel qui est dans les musées où on a des difficultés, les gens s'en foutent du 13e mois. On n'arrive pas à recruter et ils ne veulent pas du 13e mois. Ce qu'ils veulent, c'est l'argent dans la poche à la fin du mois. Ils ne veulent pas ça, même si on le paye en 2 fois. Donc voilà, je pense qu'il faut adapter. C'est comme le télétravail, il faut adapter aux personnes. Anne ? Vous avez dit déjà beaucoup de choses toutes les deux. Donc il n'y a pas de mystère. Hein. Alors oui, les salaires, effectivement, ça jouait dans certains hôtels.
Il y a eu, ça a représenté plus de 200 000 euros d'ici la fin de l'année d'augmentation salariale. Maintenant, chez IAG, on n'a pas de consigne globale d'augmentation ou de... Chaque hôtel est indépendant. C'est une unité, chaque hôtel est une unité juridique à part, donc c'est à eux de décider ce qu'ils ont envie de faire pour attirer. Donc ça permet plus de flexibilité que par rapport à un gros groupe où tout doit descendre. Donc effectivement, et vous avez raison, pour la nuit, il y a un hôtel qui essaye le 4x3 pour attirer. Mais il n'y a pas de mystère. Le gros challenge, et quand on parle avec les jeunes, ce qui les intéresse, c'est l'ambiance et c'est le management, comme tu disais. C'est le management. La qualité de vie au travail, c'est un grand concept dont on parle beaucoup. Alors oui, on peut organiser des anniversaires, oui, on peut avoir une bonne cafétéria, oui, on peut faire plein de choses. Ce sont des pansements. La seule chose intéressante pour attirer, à mon sens, c'est le management. Et donc, on a un très, très, très gros travail à faire avec nos managers actuels, avec les étudiants, d'où l'importance, on en parlera, des relations écoles, pour faire passer ce message-là. Le management est crucial pour garder, pour attirer et surtout après pour garder nos salariés. On reviendra, je pense, justement sur ce management, pas idéal, mais en tout cas un peu plus adapté. Thomas et... Merci. Donc, nous, c'est peut-être peu connu du grand public, mais nous ne sommes quasiment plus directement employeurs du staff, des collaborateurs dans les hôtels. Nous sommes opérateurs et franchiseurs de marques. Néanmoins, on a un partenaire principal qui est AccorInvest, qui lui est employeur d'à peu près 10 000 collaborateurs en France, qu'on conseille et qu'on influence effectivement pour prendre les devants et aller au-delà des pratiques et inspirer la branche avec les acteurs de la branche. Alors, la hausse de la revalorisation de la grille HCR au mois d'avril a eu un impact d'environ 4% sur les salaires des collaborateurs de cette entité AccorInvest. Mais au-delà de ça, bien évidemment, ils ont mené une négociation annuelle sur les salaires pour permettre de top-up, si vous voulez, ce montant entre 2,5 et 3% selon les entités. Là où je vous rejoins, c'est que les hausses de salaire, c'était absolument nécessaire dans notre profession, c'était absolument indispensable, mais ça n'est pas suffisant. Donc notre partenaire est allé un petit peu au-delà, sans attendre l'issue de la négociation dans la branche HCR sur les conditions de travail, qui sont absolument nécessaires, pour revaloriser les primes de nuit, pour instaurer une prime de coupure qui soit dissuasive, qu'on m'entende bien là ici. Notre objectif, c'est pas de rémunérer la coupure. Notre objectif, c'est de faire disparaître la coupure tant que faire se peut. Alors, il y a encore quelques petits établissements en province où, en fait, c'est encore pratiqué. Et c'est pas si mal vécu que ça par les collaborateurs parce que c'est à proximité de leur domicile. Donc, on peut pas totalement arrêter la coupure, mais on peut essayer de la dissuader. Et puis, aussi en anticipant avec un certain nombre de week-ends garantis par an. Mais là où je rejoins vraiment mes pairs, c'est qu'en fait, la discussion, tout cela est nécessaire. Au niveau de la branche et au niveau de nos entreprises, mais ça ne suffit pas. C'est là où je vous rejoins, c'est plus sur les plannings, sur la flexibilité, sur la prise en compte des problématiques individuelles et des aspirations individuelles qu'on pourra éventuellement recommencer à attirer encore plus de talents. Nadège, alors vous accompagnez les jeunes et justement est-ce que vous ressentez cette difficulté finalement à aller vers les filières de l'hôtellerie et de la restauration? Est-ce que le salaire pour eux est quelque chose qui est finalement un peu anecdotique et ils attendent autre chose? C'est quoi votre vision de l'autre côté de la barrière? Alors nous, d'une manière générale, on manque cruellement de candidats depuis 2 ans, mais encore plus cette année, quelle que soit la filière, et donc encore plus sur l'hôtellerie-restauration. Après, donc, par rapport aux entreprises, c'est exactement ce qu'on vient d'entendre. Donc là, ils ont
les entreprises ont de plus en plus besoin de personnes sur des postes opérationnels, donc peu importe finalement le contenu de la formation, le niveau de diplôme, ce qu'ils veulent c'est que l'apprenti soit le plus employable possible rapidement, quelle que soit l'école, c'est-à-dire que maintenant on a de plus en plus de mal à créer des partenariats avec des entreprises. Elles nous disent clairement qu'elles passent par des écoles différentes en même temps. Donc voilà un petit peu la situation actuelle. Et les jeunes avec lesquels vous travaillez, ils ont des aspirations quand vous discutez avec eux, comme vous les accompagnez au long cours, il y a des choses qui les chagrinent, il y a des choses qu'ils espèrent pour pouvoir rester finalement dans la branche. Alors eux, ce qu'ils voient essentiellement, c'est le luxe. Ils sont attirés par le luxe. Et en même temps, ça ne suffit pas puisqu'on voit bien, vous disiez que tous les niveaux de gamme sont touchés. Donc ils sont toujours assez paradoxaux. Oui. En tout cas, ceux que je recrute en général, ils ne se rendent pas du tout compte déjà de la réalité et puis de ce qu'on va attendre d'eux. Donc ils veulent vraiment aller plutôt dans le luxe. Et après... effectivement, les horaires de travail, oui. La coupure, évidemment. Le fait qu'il n'y ait pas de jour, tout ce qu'on a dit, là, évidemment, ça pose problème. Et vous, Jean-Michel ou Patrick, enfin voilà, si vous pouviez justement pour cette vision que vous avez aussi des jeunes susceptibles de venir vers nos filières. Oui, et puis peut-être aussi pour contribuer sur... ces perspectives de solutions à plus long terme, au-delà des actions que vous entreprenez, les professionnels à court terme. Je pense que les écoles, les universités, les institutions académiques au sens large ont un rôle à jouer. Elles jouent évidemment un rôle de formatage, de formation, et qui souvent est continué sur le lieu de travail. Mais elle joue aussi un rôle de sélection et d'attractivité pour les métiers. Donc il faut, je pense, accorder aux écoles hôtelières et aux entreprises, aux écoles, aux universités, cette fonction d'attractivité vers ces métiers. Et il y a peut-être plusieurs pistes qui se trament, qui se dessinent à long terme. Moi, je prends souvent l'exemple avec les professionnels qui sont dans le fil du recrutement, et nous sommes une étape de ce fil. Alors si on fait la métaphore avec le fil de la rivière, le flot de la rivière, eh bien, souvent les professionnels s'adressent à l'institution comme étant finalement un peu un orpailleur au milieu qui trie les cailloux et puis qui essaie de sortir les pépites. Mais il y a peut-être d'autres pistes. Bon, par exemple, l'amont et l'aval. En aval, c'est effectivement d'avoir des formations qui peuvent se faire sur le lieu de travail et donc d'essayer d'engager plus les jeunes managers à être actifs et donc essayer de les fidéliser. Donc ça, ce sera vers l'aval. Et puis vers l'amont, il y a deux étapes. Il y a une première étape que je pense être assez bonne, assez efficace, c'est d'inviter les professionnels lors des sélections, lors des recrutements des étudiants, et pas simplement de les rencontrer au moment finalement de leur arrivée sur le marché de l'emploi, mais de venir plus proche de la source en participant dès le départ au recrutement des écoles. Et puis si on continue de remonter le fil de la rivière, peut-être que professionnels et institutions académiques, nous aurions intérêt à aller encore plus près de la source et de s'adresser aux bacheliers, voire aux collégiens pour susciter chez eux cette passion. Et Nadège, excusez-moi, juste Nadège disait que c'était difficile finalement aujourd'hui d'attirer les apprentis, en ce moment. Est-ce que vous, à la Sorbonne, sur le master, c'est plus compliqué aussi aujourd'hui ? Alors, il y a un effet prix, comme vous l'avez dit. Il y a un panel. On a la chance en France d'avoir de nombreuses institutions qui sont sur ces formations hôtelières et restauration, et avec des positionnements très différents dans l'offre. Donc, effectivement, à l'université, les formations sont coûteuses, mais sont en partie subventionnées par les impôts des uns et des autres. Ce qui fait qu'on a beaucoup de candidatures, parce que par conséquent, le coût supporté par l'étudiant est assez faible. Donc, en l'occurrence, typiquement pour nous, le master à la Sorbonne, on a plutôt
25 places, 50 places par an pour entre 500 et 700 étudiants. Donc on a un volume très important. Mais évidemment, si on est dans des écoles beaucoup plus spécialisées, beaucoup plus spécifiques, souvent plus proches des acteurs du monde professionnel, eh ben, effectivement, le ratio est plutôt de 1 pour 1 ou guère plus, quoi. C'est-à-dire 1,1 candidat pour un étudiant. Mais en même temps, on sait aussi qu'on va avoir cet étudiant-là qui aura été sélectionné, qui sera beaucoup plus présent dans les entreprises parce qu'il aura déjà eu cette passion. Il aura déjà été filtré, sélectionné, accompagné par l'école et les professionnels. D'accord. Patrick, je vous ai coupé. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc oui, pour reprendre un petit peu ce qui est dit, il y a différentes choses. Déjà, bon, nous, pour le recrutement, on ne s'aperçoit pas encore des difficultés importantes. Comme le disait Jean-Michel, on a beaucoup de candidats. Et puis, comme on recrute en Master 1, les choix des jeunes ont été faits d'abord en licence. Donc, ils ont été faits, on va dire, avant le Covid. Donc, pour l'instant, on ne s'en aperçoit pas. On verra peut-être l'année prochaine ou l'année suivante. Donc, ça c'est une chose qui est importante. Ce que l'on voit au niveau des jeunes, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même beaucoup souffert du Covid et qu'ils ont peut-être plus l'esprit aujourd'hui à aller faire la fête, s'amuser, partir en vacances que de travailler. Donc, est-ce que c'est un effet qui va durer dans le temps ou est-ce que c'est juste éphémère pendant 2 ans? On ne sait pas. Mais il y a quand même cet aspect-là. D'où la recherche aussi des conditions de travail un peu fun. Voilà, donc dans le groupe Accor, vous avez des hôtels comme Joe & Joe qui arrivent à attirer assez facilement. Voilà, il y a comme vous le disiez aussi, sur certaines catégories d'établissements. Moi, je voudrais quand même un peu remettre un peu les choses. On est ici sur un salon de l'hôtellerie. Nous, notre master, c'est de l'hôtellerie, mais c'est aussi du tourisme. Le problème n'est pas que dans l'hôtellerie ni dans la restauration. Le problème, il est sur énormément de choses. Déjà, nous, dans tout l'univers du tourisme, ce qui est un univers extrêmement large. Je vais vous prendre un exemple. J'étais hier au forum aérien où il y avait toutes les grandes compagnies aériennes, Ben Smith, etc., qui s'exprimaient. Et quand vous entendez le patron d'EasyJet qui vous dit qu'il a mis sur des tableaux des vols pour cet été, juillet-août, et qu'il est obligé de les enlever aujourd'hui, de les annuler parce qu'il n'a pas de personnel, donc on se retrouve effectivement avec ces problématiques-là. Tout le monde entend parler des problématiques de santé, de personnel dans la santé, etc. Donc est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui se dire qu'il y a des métiers qui sont, alors c'est un terme qui n'existe pas mais que je vais me lancer, qui est déshorarisé si on veut. Voilà, déshorarisé, c'est-à-dire qu'on a des métiers qui ne sont pas 9h midi, 2h 6h dans un bureau devant un écran ou devant quelqu'un. Donc tous ces métiers-là, j'ai l'impression qu'effectivement ils sont vraiment tous impactés. Donc c'est quand même, et c'est comme il était rappelé aussi à l'échelon mondial, puisque que ce soit dans le tourisme ou dans d'autres secteurs, il y a effectivement une pénurie de gens. Est-ce que c'est temporaire à cause de tout ce que l'humain a vécu pendant le Covid, pendant 2 ans, ou est-ce que ça va perdurer? Je ne sais pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Nous, au niveau des jeunes, on s'aperçoit aujourd'hui quand même que l'entreprise fait beaucoup plus d'efforts, puisque nous, les jeunes sont beaucoup plus intéressés par l'entreprise. Actuellement, dans notre Master 2, à peu près 65% des jeunes sont en alternance, donc ce qui est déjà important. Dans le Master 1 que l'on recrute là, pour cette année, on a 85% de demandes des jeunes pour être en alternance. Donc on sera peut-être même à 100%. C'est-à-dire que les jeunes veulent absolument être confrontés à la pratique, même si bien sûr ils ne connaissent pas les métiers, ils n'ont absolument pas forcément idée, sauf ceux qui ont fait des stages avant. Donc effectivement, cette notion, elle est extrêmement importante. Mais nous, quand on a des jeunes qui viennent en master, ou même quand ils arrivent en licence, ils sont déjà acquis à la cause. Ils ont déjà envie de faire du tourisme en général, de l'hôtellerie, de la restauration. Donc c'est pas tellement là, comme le disait Jean-Michel, il faut qu'on tire le fil peut-être un peu plus loin et on peut lancer un appel, je dirais à la limite, aux professionnels ici, qui est de se dire, aujourd'hui on a les collégiens qui ont un stage obligatoire en 3e. Est-ce que ce n'est pas à ce moment-là qu'il faudrait pouvoir être capable d'accueillir dans la branche CHR des collégiens? Alors c'est très compliqué parce qu'ils ne peuvent pas être accueillis en cuisine avec un couteau entre les mains. Mais est-ce que ce n'est pas à ce moment-là où le jeune fait vraiment son choix de carrière et plutôt que d'aller le chercher pour lui présenter la plupart des magnifiques écoles qu'on peut avoir en France d'hôtellerie universitaire ou grandes écoles, et d'aller les chercher au moment à la terminale où effectivement ils ont déjà choisi ce métier, ils ne choisissent plus que l'école. Il faut absolument qu'ils arrivent à choisir certainement bien en amont
Donc la profession pourrait peut-être effectivement s'organiser pour que ces jeunes qui en général en troisième vont toujours faire un stage dans l'entreprise de papa ou de maman puissent rentrer dans nos métiers. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut effectivement dire à ce niveau-là. Et quand ils feront ce stage, il faut aussi qu'il y ait un bon manager, parce que voilà, c'est là où il va falloir réunir toutes les bonnes conditions. Et j'aimerais bien qu'on rebondisse là-dessus pour savoir c'est quoi finalement le bon manager qui est capable d'attirer, de fidéliser, pour qu'on ne soit pas sur un turnover permanent. Et comment vous préparez finalement, comment vous travaillez avec ces managers pour qu'ils soient à la hauteur des défis parce que tout repose, enfin une bonne partie repose aussi sur eux. Il y a l'organisation, il y a le salaire, il y a tout ça, mais... Un bon manager, c'est un manager qui va être juste, qui va donner l'exemple, qui va savoir prendre des décisions parfois difficiles, qui ne va pas dire oui à tout le monde. Un exemple, vous pouvez très bien à un moment avoir quelqu'un qui va vous dire « moi j'ai besoin de travailler que les matins par exemple ». Bon, ok, alors on a envie de faire plaisir à cette personne, mais derrière il y a une équipe. Et quel impact ça va avoir sur l'équipe? Quel impact ça va avoir pour une personne qui de temps en temps, une fois de temps en temps, aura besoin d'être du matin? Un bon manager ne peut pas juste se baser sur l'individu, il doit prendre le contexte de toute l'équipe. C'est quelqu'un qui va donner des projets. De plus en plus, on n'en a pas parlé, mais les jeunes qu'on recrute, ils veulent avoir des projets. C'est quelqu'un qui... On ne cherche pas quelqu'un béni oui dans les managers. On cherche des gens qui vont vraiment montrer l'exemple et qui vont... Ouais. L'empathie, c'est important, oui. Mais déjà, si vous montrez l'exemple et si vous êtes juste avec vos équipes et que vous leur donnez des tâches intéressantes et que vous donnez du feedback, vous êtes honnête et que vous savez vous-même, en tant que manager, recevoir du feedback pour vous améliorer, c'est essentiel. Maintenant, je ne pense pas que ça s'apprenne. Je pense que, alors peut-être que vous ne serez pas d'accord avec ça, je pense que oui, on peut avoir des petits trucs pour être un bon manager et je pense que l'expérience aide. Mais à la base, il faut avoir envie d'être manager et ça ne correspond pas à tout le monde. Et la grosse difficulté qu'on a en ce moment, c'est que comme on ne trouve pas les gens, on promeut des personnes qui n'ont peut-être pas cette fibre managériale, qui sont très opérationnels, qui sont top dans ce qu'ils font, mais qui ne savent pas gérer une équipe, avoir une vision d'ensemble. Et donc, je pense que moi, la personnalité et l'envie comptent énormément et la passion. C'est tout ça qui est la communication. Ça veut dire que vous allez nourrir le système, puisque vous avez besoin de bons managers. Vous mettez des managers par opportunité, ce que je comprends très bien. Mais ça veut dire que c'est éternel. C'est-à-dire que ça ne peut pas faire venir de nouveaux... Alors le manager n'est pas seul dans son rôle, il a un encadrement lui-même. Mais à toutes les strates de l'entreprise, il faut qu'il y ait une cohésion dans les prises de décision. Il faut... alors je compare ça souvent comme dans un couple, des parents. Il faut qu'il y ait le père et la mère qui... alors c'est très schématique comme représentation, mais pour faire simple, il faut qu'ils se mettent d'accord sur ce qu'ils veulent faire. Et là, dans une équipe de direction, pour moi, c'est la même chose. Si un manager est un peu faillible, il faut un accompagnement au-dessus. Et puis après, il faut éventuellement prendre des décisions difficiles. Mais bon... Tout ça, après, ça nous entraîne beaucoup plus loin dans les discussions. Mais voilà. Un manager, pour moi, il faut avoir la fibre naturelle pour être manager. Et avoir du courage. Ouais, il faut avoir du courage aussi de la Exactement. décision. Et vous autres, justement, sur le bon manager Peut-être...
Alors, je suis un peu et pas d'accord. Je pense que je suis d'accord sur le fait qu'il faut avoir envie d'être manager. Faut que ça soit un désir. Par contre, je suis assez convaincue que ça peut s'apprendre et qu'on peut donner aujourd'hui beaucoup de formations de qualité, d'accompagnement. Mais s'il n'y a pas l'envie au départ de faire équipe, d'animer un collectif, en effet, voilà, c'est le prérequis. C'est pour ça que nous, on est sortis de l'écueil, tous, qu'on a certainement expérimenté un jour, c'est d'avoir un très bon expert qu'on a passé manager et on s'est dit, vive les assessment centers. Donc aujourd'hui, voilà, il y a une étape entre la forte expertise et la performance pour diriger une équipe. Non, pour moi, le management... je pense que c'est l'écoute. Aujourd'hui, quand on regarde des études, les salariés, tout le monde en a envie d'être écouté. La deuxième chose, c'est qu'il faut des projets. Tous les hôtels, en tout cas, on ne peut pas avoir des projets individuels, mais au moins être en capacité de proposer un projet d'équipe, un projet de collectif. Qu'est-ce qu'on veut pour notre hôtel? Quels sont nos enjeux? Qu'est-ce qu'on fait cette année? On prend une thématique, on y va, quelles sont les idées, etc. Donc il y a vraiment l'idée d'animer ce projet d'équipe. Et 3, c'est un manager qui est centré sur le développement de ses collaborateurs, qui a envie de faire évoluer ses équipes, de leur donner des perspectives d'évolution. En tout cas, pour ceux qui souhaitent, c'est aussi accepter qu'il y a des salariés qui ont envie de rester dans leur fonction et qui sont très heureux comme ça. Et par contre, de mettre l'énergie sur ceux qui ont émis des souhaits d'évolution, un potentiel, etc. Donc, pour moi, en résumé, c'est vraiment ces 3 critères qui me semblent essentiels. Alors Anne, je ne veux pas provoquer de clash, mais je suis effectivement également mesuré. Je vous rejoins sur certains aspects et je diffère un peu comme Laura sur d'autres. Parce que je crois profondément au développement humain et que alors, si certaines choses ne s'apprennent pas, elles se travaillent. C'est ce qu'on essaie d'offrir au travers de notre académie d'entreprise, l'Académie Accor. C'est vrai qu'on a évolué sur nos programmes qu'auparavant, on offrait plutôt aux managers des programmes sur la technique, sur le revenu management, sur les sales, sur la gestion du PNL. On est passé plus sur des dimensions beaucoup plus humaines, beaucoup plus leadership et managérial. On promeut très clairement les modèles qui fonctionnent beaucoup mieux avec les nouvelles générations. Donc, vous l'avez dit, d'écoute. L'intelligence émotionnelle, ce concept est au cœur de nos programmes de formation de leaders aujourd'hui. Comprendre l'autre, être en empathie, le lire, se mettre à sa place. Je rajouterais quelque chose, c'est par rapport aux nouvelles générations, la capacité à proposer des deals. On est face à des générations qui sont sur des attentes et des modes de fonctionnement transactionnels. Je suis OK pour bosser sur tel sujet, qu'est-ce que je vais avoir en échange? Ce n'est pas forcément monétaire, c'est qu'est-ce que je vais apprendre, en quoi je vais me développer, en quoi ça va me permettre de passer une étape d'après ou de m'ouvrir une passerelle sur un autre horizon. Donc, je pense que les leaders aujourd'hui qu'on essaie d'identifier, parce que c'est aussi notre responsabilité à la base, c'est d'identifier les bons talents et sur la base des compétences en leadership plus que sur la base de compétences techniques. Donc voilà, je vous rejoins quand même sur beaucoup d'aspects, Anne, mais pas tous. Et Sandrine, pour vous? Alors, moi, je pense qu'il y a le bon manager et il y a le très bon manager. Et je pense qu'effectivement, le très bon manager, il aura le petit truc en plus qui se construit dès l'enfance ou dès je ne sais quoi. Mais j'ai quand même... je rejoins les deux, en fait. Mais je pense que le très, très bon, il a quelque chose en lui. C'est comme le sportif. Pourquoi il va être capitaine d'une équipe? C'est pas forcément le meilleur joueur. Alors, des fois, c'est le meilleur joueur aussi. Mais des fois, c'est pas le meilleur joueur. Mais il a cette capacité de leadership d'amener les gens avec lui. Et ça, c'est pas forcément donné à tout le monde, je pense. Alors oui, il y a des techniques qui s'apprennent. Mais si on n'a pas le truc de base pour que cette technique elle soit intégrée, ben, je pense que ça peut faire des dissensions dans le management. Donc ça déjà. Ensuite, alors je m'éloigne un peu peut-être, mais par rapport aux formations que vous proposez, notamment à la Sorbonne et dans toutes les grandes écoles hôtelières et tout, moi, j'ai pas le sentiment d'avoir des problèmes de recrutement là-dedans. Et je pense que les jeunes peuvent faire des carrières brillantes et s'éclater dans ce milieu et dans leur travail sans que ce soit une problématique. La problématique, moi, que je vis plutôt là, actuellement, c'est sur les métiers alors qu'on appelle de faible qualification, mais à tort, puisque dans la cuisine, par exemple, c'est super technique.
Donc ça a une image de faible qualification, alors qu'il faut être doué. Donc ça, c'est un problématique à mon sens. Les écoles ont beaucoup de mal à recruter là, les alternants en cuisine, pas en pâtisserie. Parce qu'en pâtisserie, on a les émissions. Top Chef, ça fait plus rêver, puisque c'est déjà des cadors, ceux qui passent dans Top Chef. Bah oui, ils sont déjà excellents. Ils sont déjà... c'est rare. Donc par contre, le pâtissier, il y a des pâtissiers qui ne sont pas connus, qui font d'autres jobs et on le voit dans les formations en pâtisserie, il n'y a aucun souci pour remplir les classes. En cuisine, il y en a. Alors, si je reviens sur le management, la cuisine, alors moi je parle, vous m'excusez, hein, vous me dites si c'est trop long parce que c'est plus cuisine, restaurant que hôtellerie, mais il y a, c'est une brigade, donc c'est super hiérarchisé. C'est comme à l'armée. Donc, il y a des postes que j'ai toujours pas compris, moi. Il y a le chef, il y a le chef adjoint, il y a le sous-chef. J'ai du mal à comprendre, encore aujourd'hui, la différence entre le chef adjoint et le sous-chef. Ça va se jouer à rien. Mais ça, dans la vraie vie, les jeunes, enfin les jeunes et moins jeunes d'ailleurs, peu leur importe. Donc, je pense qu'on a dans l'ADN de la restauration des choses à changer véritablement. Parce que c'est très hiérarchisé dans une société qui se veut plus égalitaire quelque part. Les jeunes, c'est plus parce que tu as 20 ans de plus que tu es bon. Non, c'est pas ça qui vont montrer que tu es bon, c'est ce que tu vas faire. Et en plus, quand on fait évoluer les gens, parce qu'il y a un vrai ascenseur social dans la restauration, ça existe pour de vrai, hein, il y a des carrières de dingue. Hein. Et par contre, ce qui va être pris en compte, c'est pas les soft skills, hein. C'est est-ce qu'il est excellent, est-ce qu'il est super pointu dans le plat qu'il fait, dans la présentation qu'il fait, et là où vous tous, vous allez dire, ah c'est génial, c'est super bon. Mais il y a le reste aussi. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, on ne le prend pas assez en compte. Même si on essaie d'y travailler, hein, mais dans le recrutement, il y a des choses à voir, je pense, là-dessus, plus. Nadège, est-ce que vous avez le sentiment que quand les apprentis vous parlent, ils ressentent que le management est en train d'évoluer, que ça s'est amélioré, que voilà, qu'ils rentrent dans une nouvelle ère et que tout voilà. Comment est-ce que vous voyez les choses? Non, pas pour l'instant. Qu'est-ce qui remonte comme type d'information, justement? Qu'est-ce qui reproche pour qu'on comprenne bien quelle est la problématique du jeune alors qu'il a choisi la filière, enfin qu'il est dans la filière? Oui, comme je le disais tout à l'heure, et là j'ai pas plus de remontée que ça, c'est vraiment plutôt les conditions de travail, le fait de ne pas avoir 2 jours de repos consécutifs qui revient souvent, la coupure, etc. C'est souvent ça qui revient. Après, c'est vrai que l'aspect managérial, c'est important, mais là, de ce que j'entends, j'ai pas l'impression que ça change. C'est encore, ça peut être encore un peu compliqué, problématique. Oui, on voit bien, même nous, on a en dehors des alternants, dans nos cursus, les stages pratiques sont obligatoires. Et on voit bien aujourd'hui deux soucis qu'il n'y avait pas avant. Le premier souci, c'est que le jeune va arriver dans une entreprise qui n'est pas top organisée, parce que justement, elle manque de personnel, elle n'est pas top organisée. Et le jeune va aussi arriver dans des équipes sous-dimensionnées. Donc ça veut dire qu'il va éventuellement faire le job de 2 ou 3, qu'il soit stagiaire ou alternant. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et c'est un très très grand danger, à mon avis, pour les professionnels assez rapidement. C'est le fait que le peu de personnel qu'ils ont aujourd'hui soit usé par le manque de personnel. Et qu'ils fassent, parce qu'il y a beaucoup de... On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais dans nos métiers, on forme bien sûr techniquement, mais il y a aussi tout ce qui est contact client et les soft skills qui font que nos salariés, les salariés de la filière, sont des salariés qui sont très intéressants pour toutes les autres filières. Parce qu'ils ont le goût du contact humain, parce qu'ils savent travailler le week-end s'il le faut, ils ne comptent pas les heures, etc. Donc, et on risque d'avoir des soucis avec des salariés qui n'ont pas envie de partir, mais qui sont tellement épuisés et tellement gênés par cette désorganisation dans l'entreprise qu'ils lâchent aussi l'affaire. Donc il faut effectivement faire très très attention à ça. Sur les managers, c'est vrai qu'on ne voit pas forcément de changement. J'aurais plutôt tendance à dire
Le changement arrive par le haut, c'est-à-dire qu'effectivement les grandes entreprises ont décidé d'un changement dans la façon de gérer les ressources humaines, mais ce n'est pas encore toujours arrivé au manager qui, lui, a un peu de bouteille. Il a commencé en bas de l'échelle et puis il a toujours fait des tâches et donc il pense que c'est formateur pour les jeunes. Il y avait un chef de cuisine doublement étoilé qui s'appelait Jean Duclou qui a écrit un livre où il disait qu'un bon apprenti, il fallait qu'il soit fouetté. Pour lui, il n'y avait pas autre chose. Il fallait que ce soit fouetté, un bon apprenti. Voilà, ça fait quelque temps qu'il nous a quittés, mais ce n'est pas si vieux que ça. Donc effectivement, les managers, il faut vraiment arriver à les former. Le jeune, aujourd'hui, il a une vision de la vie professionnelle qui est aussi organisée avec le monde des startups, qui sont ces entreprises qui vendent du rêve, mais où on vous apprend d'abord à jouer au baby-foot avant de vous apprendre Excel. Donc, même si ça arrive, il y a tout ça qui joue effectivement donc, dans l'esprit du jeune. Et encore une fois, je reviens sur la crise Covid qu'il ne faut pas négliger par rapport aux jeunes. Imaginez-vous avoir 20 ans en 2020, c'est le titre d'émission, de livres, etc. Mais imaginez-vous, nous, on a recommencé des cours en présentiel, en hybride. On proposait aux jeunes de revenir parce qu'on voyait bien qu'ils n'allaient pas bien. Et la première chose que nous demandait, mais bon, on est l'université et pas une école de commerce, la première chose qu'ils nous demandaient, c'est est-ce que les cafés et restaurants sont ouverts? Donc, ah ben non, on ne viendra pas en cours alors. Voilà, donc c'est ça. Nos étudiants, ils choisissent aussi des cursus, mais ils choisissent aussi d'abord, entre guillemets, la vie d'étudiant. Donc, ils n'ont pas eu forcément, nos étudiants, une vraie vie d'étudiant pendant 2 ans. Et ça, c'est effectivement, ça laissera peut-être des traces, mais encore une fois, c'est à bien prendre en compte. C'est peut-être aussi un message d'espoir en se disant que les choses vont redevenir un peu plus classiques peut-être d'ici 1 an ou 2. Et Sandrine, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait ouvrir les chakras aujourd'hui pour recruter. Et concrètement, ça veut dire quoi chez vous et pour les uns et les autres? Comment vous ouvrez les chakras? Comment vous arrivez à finalement, même s'il vous manque encore du personnel, des choses que vous faites aujourd'hui que vous n'auriez pas faites précédemment? Et donc, voilà. Alors, je pense qu'il manque un acteur autour de la table, là, selon moi, pour la prochaine fois peut-être, c'est un acteur de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas évident de travailler vraiment en proximité. Ah, il y en a peut-être dans la salle peut-être. Que ça soit Cap Emploi, Pôle Emploi, tous les acteurs de l'emploi locaux, de la diversité, de l'inclusion. On se rend compte localement que ça demande beaucoup d'énergie à nos directeurs d'hôtel de créer des partenariats de qualité, d'échanger avec les candidats, faire découvrir nos métiers. Et on fait beaucoup, souvent 90% du chemin. Sans exagérer, et eux, 10% du chemin. Et je pense qu'on parle beaucoup des écoles, mais je pense qu'il y a vraiment cette tendance à inverser sur les acteurs de l'emploi. Et pour ouvrir les chakras, un exemple, j'ai encore en province des directions d'hôtels qui vont mettre 6 mois, qui attendent 6 mois, parce qu'ils recherchent une réceptionniste qui connaît Opéra, le logiciel de réservation. Il a reçu 10 CV de personnes motivées, en capacité d'apprendre, etc. Et donc, finalement, au bout de 6 mois, il va décider à changer son fusil d'épaule et à ouvrir ses chakras, le cas échéant. Et à l'inverse, j'ai un directeur qui dit « j'ai enfin trouvé une réceptionniste qui connaît Opéra, etc. » C'est une porte de prison. Je lui dis « mais elle vient d'arriver, mais pourquoi tu as fait ça ?» Il me dit « oui, mais elle connaît Opéra. » Donc, bon, moi, j'ai envie de me pendre. Et donc, aujourd'hui, on trouve des filons et c'est assez simple. Je donne un exemple. J'ai un directeur d'hôtel, il me dit « j'ai trouvé le filon. » Alors, essayez de votre côté, si vous y arrivez. Il me dit « je recrute. J'ai trouvé des CAP esthétiques. » Désolée, j'en ai trouvé une. Sorbonne, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Ils ont choisi cette voie un petit peu par hasard, un peu par dépit, un peu par Parcoursup mal orienté. Et du coup, elle découvre un métier au contact du client, où elle est formée, où il y a des perspectives d'évolution rapide, etc. Il en a recruté une, il en a recruté 2, il en a recruté 3. Donc, et elle donne satisfaction toutes les 3. Et satisfaction toutes les 3, donc il partage son tuyau. Nous, on travaille aussi avec tout ce qui est l'emploi des seniors.
parce qu'on a plus de 40% de notre équipe qui a de plus de 45 ans. Donc on travaille avec Tipeee Job pour justement intégrer des seniors de plus de 55 ans qui ont envie de travailler, envie d'intégrer une équipe, qui sont parfaitement convaincus une expérience et des compétences transférables dans notre métier. On a complètement revu avec notre université d'entreprise les parcours d'intégration. Aussi pour aider les managers qui étaient un peu démunis face à des CV avec peu ou pas du tout de background du secteur. Donc pour des petits modules assez courts pour partager les basiques et puis après les rentrer dans un parcours de formation. On a accéléré tout ce qui est diplôme, certificat en interne également. On a créé, un peu comme des fous, notre université culinaire en plein Covid, dans le mine de Rungis, en disant c'est des métiers extraordinaires, la restauration, et vous êtes beaucoup à le savoir dans cette salle. Et il faut qu'on ait un endroit qui incarne cette expertise, cette passion. Et du coup, ça fonctionne quand on a des personnes qui veulent découvrir ces métiers et qui passent par cette université culinaire. Ben, ils en ressortent à 99% enchantés. Ils ont envie de continuer dans cette voie-là. Donc, voilà, je pense qu'il faut vraiment sortir du CV, du secteur. Selon moi, le mot-clé, c'est s'adapter. Et aujourd'hui, il faut s'adapter au vivier disponible, qui est de moins en moins du secteur, qui est ouvert, des passionnés, des candidats qui ont envie d'apprendre. Et honnêtement, dans 70% des cas, ça marche assez facilement. Puis dans d'autres, soit on se trompe, soit c'est plus long. Mais on n'a pas à rougir, on a des tartines et des tartines de parcours extraordinaires que nous, on constate tous les jours dans notre secteur, dans nos hôtels. Et on voit bien que ça ne transpire pas de la même façon à l'extérieur. Donc, c'est à nous de continuer de développer de la marque employeur sur les ambassadeurs des métiers, etc. Et je pense qu'il faut y croire. Je pense que tous les jours, nous, on est convaincus de l'intérêt de cette fonction et de cet ascenseur social. Et on le voit bien. Et on a une chance, je trouve, c'est une telle satisfaction aussi d'aller intégrer des équipes qui sont éloignées de l'emploi, avec des parcours de reconversion difficiles, etc. Et ça crée des équipes extrêmement fortes. On parlait d'équipes tout à l'heure, des équipes extrêmement fortes, extrêmement soudées, des équipiers extrêmement loyaux et reconnaissants aussi de la chance qu'on leur a pu leur permettre. Et c'est un équilibre, hein, parce que nous aussi, on est ravis. Donc, je pense qu'on a encore beaucoup d'atouts. Et seulement si on s'adapte aux nouveaux viviers disponibles. Là, je parle beaucoup, mais... C'est plutôt une vision optimiste. Alors, Sandrine, les chakras, et ensuite, si on pouvait avoir une petite vision. Alors, les chakras sur le recrutement, je pense qu'il faut l'ouvrir sur plein de choses, hein, mais sur le recrutement en particulier, nous, on est plutôt adeptes de la politique des petits pas et on pense que la solution, déjà, on ne la connaît pas, autrement, on serait en full staff. Mais bon, ça s'améliore de jour en jour, hein, puisqu'on recrute de jour en jour. Mais on est persuadé que c'est la multiplicité des actions qui vont faire qu'on va arriver à quelque chose de bien. Donc, comme les gens en emploi sont déjà en emploi dans la restauration, donc aujourd'hui, il faut s'ouvrir sur des profils qui ne connaissent pas la restauration. Alors, Alain Ducasse est un fervent adepte de ça de longue date. Et quelque part, on n'a fait que suivre la lignée qu'il avait déjà ouverte, puisque par exemple, le chef pâtissier du Louis XV, donc le resto 3 étoiles à Monaco, premier à être étoilé, c'était un ancien technicien de surface. Non, c'est pas des blagues, hein. Il a formé et tout en interne. Donc on est vraiment assez convaincus de ça, c'est ancré dans la boîte. Sauf que jusqu'ici, c'était plutôt des histoires, on va dire, des anecdotes et des gens qu'on accompagnait et qui se formaient. Donc là, depuis maintenant 4 ans, quand même, on a signé une charte pour l'emploi avec la mairie de Paris, ce qui nous ouvre quand même les portes avec tous les acteurs de l'emploi du territoire. Donc, on est considéré un peu comme les hyperactifs. Donc, on essaye d'aller partout. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, la directrice de recrutement, là, à l'heure où je parle, elle est à Drancy, auprès d'un public de jeunes, de très jeunes, qui sont même déscolarisés, mais pour leur faire connaître les métiers. On les a déjà reçus au siège. Là, c'est un deuxième truc. On essaie
On essaie de faire découvrir les métiers, comme on met en place des POEC, des préparations opérationnelles à l'emploi collectif. Donc ça, c'est des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, qui sont loin de l'emploi. On fait des classes, ils sont formés. Là, on en fait un avec l'UMI, par exemple, UMI Formation, donc de la branche, et avec le Pôle emploi et avec nous. Et l'objectif, c'est d'embaucher les gens derrière. Comme on a lancé des MRS, des méthodes de recrutement par simulation, chose qu'on ne faisait pas avant, ça ne veut pas dire que c'est simple. Hein. Sur le dernier MRS, en salle, on n'a trouvé personne. Mais sur d'autres postes, agents de conditionnement, des choses comme ça, on a trouvé. Mais ça reste toujours sur des emplois de faible qualification. Et puis, par exemple, on travaille beaucoup avec les réfugiés aussi, donc plein d'associations d'inclusion, etc. Là, on a fait un gros événement tout début, enfin mi-avril, avec Coalia, qui est un organisme de foyer, d'insertion, qui recevait les Ukrainiens. Donc, par exemple, ils nous ont organisé un événement, il y avait 70 personnes avec 50 Ukrainiens et 20 Africains. On a recruté une dizaine de personnes à l'issue de ça. Donc, on a aussi recruté des gens qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas anglais. Alors, on demande anglais, mais on a certains métiers qu'on a pistés où on dit, ben là, on peut se débrouiller si on a une personne, voilà. Donc ça, c'est une ouverture des chakras sur le recrutement où on essaie vraiment d'aller partout. Ça ne solutionne pas tout. Et on ne peut pas non plus remplacer l'éducation nationale. Alors je ne veux pas être polémique, hein, mais j'étais en enjeu emploi dans le cadre des JO. Ils sont sur les métiers en tension. Donc, c'était la 4e édition. Là, ils m'avaient fait intervenir il y a 2 ans, je crois, avant le Covid. Là, il y avait l'édition et donc, ils sont quand même embêtés puisque dans les métiers en tension, il y a le tourisme, il y a la restauration, l'hôtellerie. Actuellement, il y avait tout ce qui était travaux. Donc, ils ont un gros problème sur la sécurité, notamment les femmes, puisqu'il va falloir fouiller. Il faut des femmes pour fouiller les femmes à corps. Donc, pour tous les stades, ils ont des grosses problématiques. Ils parlent d'aller chercher les gens dans l'Est et tout. Mais pour la restauration, par exemple, ils nous disaient très clairement, il faut qu'on forme ces gens-là, puisqu'il n'y en a pas qui sont formés. Donc, il faut qu'on les prenne et qu'on les forme. C'est un peu ce que j'entends aussi. Alors, on essaye de le faire, mais on ne peut pas non plus mettre que des équipes qui ne sont pas formées. Ce n'est pas possible. On ne s'en sort pas. Vous n'aurez pas votre assiette comme il faut sur votre table. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il faut mixer tout ça. Et en même temps, pour payer ces gens-là, si on les paye le même prix que quelqu'un qui est formé, c'est aussi problématique. Donc, je pense qu'il y aurait des choses à voir au niveau des charges ou des choses comme ça sur des gens qui sont issus non pas de filières de restauration ou d'hôtellerie traditionnelle, mais que les entreprises s'engagent à former dans la durée, pas simplement 3 semaines sur des choses, mais pendant 1 an, on a les personnes, on les forme, on les paye, hein, tout travail mérite salaire, mais devrait y avoir ça devrait coûter moins cher, le coût devrait être moins cher, pour qu'on puisse vraiment jouer ce rôle-là, je pense. Alors, Thomas et Anne, et avant qu'on passe la parole à la salle pour 1 ou 2 petites questions, si jamais il y avait. Donc, comment vous avez ouvert aussi, vous, les chakras? Moi, j'entends tout à fait adaptabilité. En fait, il y a une chose maintenant, c'est qu'on est obligé de se vendre. Ce n'est plus le candidat qui se vend, c'est nous qui nous vendons. Et donc, il n'y a pas de mystère. Il y a un des hôtels en France, ils ont recruté une responsable de recrutement qui est en fait à la base commerciale et qui passe un temps fou sur LinkedIn, qui passe un temps fou sur les réseaux sociaux. Il faut se faire connaître, il faut faire parler de nous. Alors moi, je suis un peu larguée avec les réseaux sociaux, donc j'ai du mal à comprendre exactement l'importance que ça a, mais en fait, il paraît que ça marche. TikTok, même plus Facebook, Instagram, Twitch maintenant. Et en fait, il faut vraiment bousculer notre façon de recruter, et c'est aller nous vers les jeunes, parce que c'est surtout les jeunes dont on a besoin, ou alors les seniors, hein, je trouve ça très bien. C'est une question de temps, il faut beaucoup de temps, mais il faut que nous, on se mette en valeur. C'est tout. Et Thomas ? Merci. Alors, s'il y avait une solution miracle, je pense qu'on l'aurait tous utilisée, on ne serait pas là aujourd'hui. Je rejoins ce qui a été dit sur la complémentarité. Nous aussi, chez Accor et dans nos hôtels, on regarde tout ce qui est public en reconversion, réfugiés également.
On a remodelé notre offre de l'académie pour également répondre à des publics en reconversion. On est en capacité aujourd'hui d'accueillir des nouveaux collaborateurs qui n'ont pas de background ou pas de bagage hôtelier. Je suis désolé pour nos amis du système éducatif, mais aujourd'hui, ils ne pourvoient pas suffisamment les besoins de l'industrie et les besoins du secteur. C'est dommage, mais on travaille ensemble pour augmenter les cohortes, bien sûr, et multiplier les diplômes. Nous, ce qu'on fait aussi, effectivement, c'est faire savoir qu'on peut venir tel que l'on est. Et c'est notre motto en termes de marque employeur, c'est « Soyez tout ce que vous êtes ». Donc, c'est d'accueillir et d'accepter absolument chacun et surtout de recruter sur personnalité. Donc, je vous rejoins. Ce qui a été dit, c'est que les hôteliers, aujourd'hui, on doit les inciter à pitcher leur hôtel, pitcher leur style de leadership, leur culture d'entreprise, d'équipe. Avant tout, ils doivent se vendre. Je vous rejoins complètement. Alors, c'est une évolution, mais en fait, c'est une crise qui est, je pense, bénéfique en termes d'opportunités, qui permet de retourner chaque pierre et de se poser les bonnes questions. Donc, on accompagne nos hôteliers à recruter des profils qui ont sur compétences soft skills et plus forcément sur un CV sur des compétences techniques. Parce que tout ça, ils peuvent l'apprendre, l'académie de cuisine, tout ce qui est réception. On est en capacité d'accompagner des nouveaux collaborateurs sur ces dimensions techniques. Par contre, il y a une chose qui est intangible, c'est effectivement la personnalité, l'attitude, l'entrée en relation, le goût du service et le goût des autres. Donc là, on ne transige pas. On ouvre nos chakras, mais la limite, c'est celle-ci. Le savoir-être. Absolument. Alors, est-ce qu'il y a une question? Et puis, alors... Bonjour, merci pour la présentation. Gangat Melvin, je suis business analyst. Je suis très surprise au moment du constat. On n'a pas du tout évoqué, en tout cas moi c'est l'impression que j'ai, que en fait, le domaine de l'hôtellerie et de la restauration n'a pas du tout anticipé ces évolutions alors que c'est des choses qu'on observait depuis un moment. Et c'est parce que la crise Covid est arrivée qu'on s'est rendu compte que mince, on n'arrive plus à recruter, que la formation n'est pas alignée avec les besoins sur le terrain, que le rapport de force est complètement inversé aujourd'hui en fait, entre les entreprises et les collaborateurs. Et je suis très très surprise en fait de tous ces constats qu'on fait aujourd'hui, alors que moi je le vois depuis maintenant tellement longtemps que je suis très étonnée que dans ce constat on n'ait pas du tout été dans l'anticipation en fait, et qu'aujourd'hui on essaye de réagir comme on peut. Merci. Vous avez entièrement raison. On a attendu, on s'est reposé sur nos acquis pendant des années. Et puis là, par la force des choses, par la force d'une très grave pandémie, eh ben, on est obligé de se remettre en question. Et ça se fait dans la douleur pour beaucoup de gens. Et c'est le constat, effectivement, qu'on n'a pas anticipé du tout cet état d'esprit et ce changement sociétal, en fait, qui est très profond. Alors moi, je voulais ajouter quelque chose. On a fait un numéro 600 sur Néo Restauration. Donc, j'ai consulté la collection de Néo et je suis remontée à 20 ans en arrière. Et il y a 20 ans, excusez-moi, mais c'est vrai qu'il y avait les mêmes problématiques et on disait les jeunes sont difficiles à recruter, les jeunes sont difficiles à fidéliser. Donc, c'est vrai, vous avez raison, c'est pas d'hier, mais c'est souvent quand on est dans le mur qu'on réagit. C'est souvent quand voilà, pour beaucoup de filières, c'est souvent quand on est devant la problématique qu'on cherche à la résoudre. Oui, vous avez tout à fait raison. On dit souvent qu'il manquait, avant le Covid, il manquait 100 000 postes. Aujourd'hui, il en manque 250 000. Alors, il y a quand même une petite chose qui n'est pas anecdotique, qui est à regarder. C'est le poids des étudiants étrangers. En France, nous avons en permanence à peu près plus de 300 000 étudiants étrangers et je dirais que la profession, bon an, mal an, s'est un peu accoutumée avec cette population d'étudiants étrangers, un peu comme étant un mastic. Et puis finalement, il leur manquait peut-être que 5% de personnel et donc ça n'empêchait pas d'ouvrir. Mais à partir du moment où il manque maintenant 15% de personnel, effectivement, là, ça devient extrêmement visible. Donc les étudiants étrangers reviennent progressivement, mais ça ne va pas être encore... il y a eu 70 000 visas d'étudiants étrangers accordés cette année. On revient à ce que c'était en volume à l'année 2019, mais pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait là. Mais cette population qui manque, effectivement, ça joue quand même un rôle.
Et moi, Là, je il y ne suis avait- pas sûre que madame va être rassurée parce que je ne suis pas sûre que dans 10 ans, on ait résolu le problème. Donc, par contre, si non. vous avez des idées, on est preneurs. Hein. Alors, oui, peut-être. Jean-Michel Blanc, bonjour, et d'Airest. Moi, j'ai été un petit peu surpris de n'entendre absolument personne prononcer le terme de RSE, la responsabilité sociale et environnementale, dont tout le monde nous dit que les jeunes aujourd'hui veulent trouver du sens dans l'emploi, dont les jeunes sont un peu plus sensibles à ces questions-là, et qui est la clé, puisque dans la RSE, il y a le S que tout le monde oublie, et le S, ça veut dire une réflexion sur la gouvernance et une prise en compte de l'ensemble des équipes dans les réflexions sur l'avenir de l'entreprise. Voilà, donc c'est une remarque qui est peut-être la clé que vous appeliez de vos voeux pour répondre à la question de mademoiselle sur le fait de se dire oui, ça fait 20 ans qu'on se dit la même chose. Aujourd'hui se pose la question de la répartition de la valeur. Les métiers du tourisme sont des métiers à très forte valeur ajoutée humaine. Il faut juste reconnaître ceci, les intégrer, le prendre en compte dans ce que tout le monde prend peut-être un peu trop rapidement comme un gadget, la RSE. Bonjour, je représente l'association Respecte ta cuisine. Alors je peux rebondir du coup sur les deux questions, c'est super. Donc nous on fait de l'accompagnement RSE, on a même appelé ça les restaurateurs socialement engagés sur des bonnes pratiques, sur 4 piliers notamment, la prévention des violences. On fait des formations dans les écoles, c'est une omerta encore aujourd'hui parce que malheureusement il y a des jeunes qui sont accueillis et peu prennent la parole, notamment et chez les professionnels et dans les syndicats, on en a eu en écho. Et donc, il y a une normalisation notamment de ce phénomène, ce qui est le plus grave, parce qu'on estime que ça fait partie de la restauration, c'est comme ça. Je ne vais pas étendre là-dessus. On parle aussi beaucoup d'inclusion. L'inclusion, c'est à la fois la parité femmes-hommes. Vous parliez d'ascension sociale. Elle est valable essentiellement pour les hommes, malheureusement, parce qu'elles sont 52% en école hôtelière, elles sont que 17% à être chefs. On a évoqué ça de loin, mais là, je porte ma question là-dessus. On parle de travailleurs en situation de handicap aussi également et comment les intégrer parce qu'il y a un vrai souci opérationnel notamment et on propose des formations spécifiques là-dessus avec des gens qui ont une expertise. Moi-même j'ai été chef au Café Joyeux donc je sais à quel point on est sur de la problématique mentale mais on sait à quel point ces personnes sont absolument investies dans leur travail et extrêmement capables d'engager un certain nombre d'heures et de réaliser des tâches de manière très précise. Donc j'aurais voulu vous entendre un peu là-dessus, sachant qu'il y a une obligation légale pour les établissements. Alors, je vous invite, parce que malheureusement, il y a encore des personnes qui vont passer sur la suite, donc à poursuivre ces discussions fort intéressantes avec chacun des idées et des envies et du futur à concevoir. Donc je vous invite à continuer cette discussion un par un petit peu à côté. C'est dommage parce qu'on avait ouvert une très belle porte. Mais il nous faut malheureusement laisser la place. On rejoint en Voilà, termes ce sera le thème du prochain colloque, le CHR et les RSE. Alors merci beaucoup à tous. Excusez-nous pour votre attention. pour ceux qui suivent, on est en retard, on s'excuse vraiment. Merci à tous nos participants, merci vraiment beaucoup, c'était vraiment très très bien. Et merci à Sabine.